pause qui sera bien méritée dans une quarantaine de minutes. Je demande aux speakers de venir me rejoindre sur scène. Alors évidemment, c'est un panel que vous attendez tous avec beaucoup d'impatience, on imagine, puisqu'on va parler de la négociation d'entreprise, et le mot n'est pas trop fort, hein, de ce nouveau paradigme, avec un principe qui va être, dans un certain nombre de cas, donc la primauté de l'accord d'entreprise sur celui de l'accord de branche. On va revenir dans le détail avec vous, Jérôme, sur la mécanique qui va se mettre en place, et puis avec vos copanélistes sur l'implication que cela va changer. Philippe le disait tout à l'heure, hein, les ordonnances donnent aussi la possibilité de créer un conseil d'entreprise. On verra ce que ça veut dire sur ce sujet. Alors on va d'abord s'intéresser dans la première partie de cette table ronde sur les nouvelles modalités de négociation. Ensuite, on en viendra sur l'articulation entre accord d'entreprise et accord de branche. Alors, posez-nous un peu le cadre sur cette nouvelle modalité de négociation selon la taille des entreprises, qu'elles ont ou non des syndicats. Il y a tout un arbre de décision, si je puis dire, qui s'articule. Est-ce que vous avez un micro ? On va vous en donner un. Oui, effectivement, pour ce qui est de la négociation collective, les ordonnances Macron apportent un certain nombre de solutions qui sont destinées précisément à mettre au plus près de l'entreprise le dialogue social. Ce que rappelait Pierre-André Humbert, c'est que quand il y a négociation collective et possibilité de négocier au plus proche de l'entreprise, il y a le pendant qui est la légitimité des interlocuteurs et de trouver quel est le moyen le plus efficace de mesurer cette légitimité. Sachant que historiquement, effectivement, en France, on avait, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on revient un peu lointain, on avait des organisations syndicales, on en avait 5 qui étaient présumées être représentatives, qui étaient de droit parce qu'elles s'étaient bien comportées pendant la guerre, étaient les interlocuteurs naturels. Et avec les entreprises qui bénéficiaient de ces délégués syndicaux étaient effectivement des entreprises qui étaient plutôt des grandes entreprises. Et le premier mouvement vers des modes de négociation qu'on qualifie de alternatifs ou dérogatoires à l'époque, c'était pour les plus jeunes d'entre nous les lois Aubry et le passage aux 35 heures, où on s'était rendu compte à quel point il était extrêmement important de pouvoir négocier au plus près de l'entreprise. Or, ces entreprises n'avaient pas forcément de délégués syndicaux. Et donc, il y avait eu à l'époque la mise en place, qui était une nouveauté, du mandatement, c'est-à-dire la possibilité pour une organisation syndicale de donner un mandat à un salarié de l'entreprise pour négocier en son nom et pour son compte. Et avec le temps, l'évolution donc de la négociation a été de plus en plus vers et notamment le tournant était en 2008, avec la représentativité des organisations syndicales et le score qu'elles faisaient aux élections. Entre 2008 et 2016 et maintenant 2017, on s'est rendu compte à quel point il était important que ces organisations syndicales soient majoritaires, qu'elles représentent la majorité des salariés. Donc on est passé d'une majorité qui initialement était une majorité de 30%, avec la possibilité pour des organisations syndicales non signataires qui étaient majoritaires de s'opposer. Donc c'était une logique d'opposition, pas une logique de construction. Et on est passé donc en 2016 avec les lois El Khomri, et aujourd'hui c'est consacré et c'est généralisé, à une majorité de plus de 50% des voix aux élections du futur CSE ou du comité d'entreprise, comme condition de validité, sans du coup qu'il n'y ait de droit d'opposition. Le seul fait qu'une ou plusieurs organisations syndicales représentent à elles seules plus de 50% valide l'accord. Pour les autres entreprises, donc on a une dichotomie, à nouveau des effets de seuil, qui sont, comme le rappelait M. Humbert, parfois regrettables, mais sont nécessaires pour s'adapter à la réalité des entreprises. On a donc celles qui ont des délégués syndicaux, où soit ils ont plus de 50%, soit ce sont des organisations syndicales qui ont eu plus de 30%, mais non pas 50%. Et dans ces cas-là, ce que la loi prévoit, c'est un système de rattrapage via un référendum.
sachant que ce référendum, par principe, est organisé à l'initiative des organisations signataires, avec la possibilité pour les non-signataires de se rattraper dans un délai qui est assez court, qui est un délai de 8 jours, et donc de valider in fine cet accord en adhérant à l'accord. L'autre alternative, s'il n'y a pas effectivement d'adhésion de ces organisations syndicales, c'est d'organiser un référendum avec la particularité, avec les ordonnances Macron, que l'employeur également peut être à l'initiative de l'organisation de ces élections si les organisations syndicales signataires n'ont pas pris d'initiative, avec toutefois la possibilité qu'ont les signataires de s'opposer unanimement à ce que l'employeur organise ce référendum, c'est-à-dire finalement décide que, n'ayant pas eu la majorité des organisations syndicales signataires, il ne faut pas le soumettre à référendum. Donc on a un système qui est assez organisé, assez efficace. On a par ailleurs, c'est une particularité qui a été rajoutée dans la loi de ratification, la possibilité d'avoir des délégués syndicaux qui, normalement, n'auraient pas dû l'être. Je m'explique, c'était une demande de Force ouvrière. Il y a la possibilité pour l'ensemble des membres élus du CSE qui pourraient devenir délégués syndicaux, parce que notamment ils ont eu plus de 10% des voix, de renoncer par écrit à être délégué syndical. Et dans ces cas-là, le syndicat a la possibilité de désigner soit un élu qui n'a pas eu 10%, donc qui n'est pas a priori pas légitime, soit même un membre, un adhérent de son syndicat qui n'est pas élu. Donc, je ne sais pas si cette disposition sera maintenue in fine dans la loi de ratification qui est toujours en cours de débat, mais donc on va avoir des entreprises où possiblement il y aura des délégués syndicaux qui eux-mêmes, à titre personnel, ne sont pas légitimes, même s'ils sont présentés par une organisation syndicale qui peut-être a eu, elle, plus de 50% des voix. Qui est légitime. Mais la personne ne le sera a priori pas, sachant que la situation où une organisation syndicale est majoritaire, mais que, j'allais dire, son leader syndical n'a pas eu 10%, est une situation a priori qui arrive dans la situation où le salarié a beaucoup d'animosité contre lui, on va dire. Oui, il ne recueille pas tous les suffrages, là, dans le sens Exactement. propre figuré du terme. Donc ça, c'était les entreprises où il y a un délégué syndical. Monsieur Imbert le rappelait, finalement, c'est plutôt les grandes entreprises. Il y a également la situation des petites entreprises où là, il y a tout un arsenal qui est prévu pour favoriser le dialogue. Dans les entreprises de moins de 11 salariés et celles également de moins de 20 salariés s'il n'y a pas d'élus, ce qui est une situation qui normalement ne devrait pas arriver puisque les élections doivent être organisées au-delà de 11. Il y a la possibilité pour l'employeur de soumettre un projet d'accord à une consultation des salariés, une ratification des salariés aux 2/3 du personnel. Donc c'est quelque chose qu'on connaît déjà en matière d'intéressement et de participation, c'est assez proche, où donc il y a un projet d'accord qui est soumis au personnel. Ce que prévoit la loi, c'est que cet accord doit être transmis au moins 15 jours avant. L'idée de la loi étant de permettre aux salariés d'aller se renseigner, d'aller voir éventuellement des organisations syndicales avant qu'ils ne puissent être ratifiés aux 2/3. Alors, avec ce système d'accord, on a quand même, c'est très efficace, on a quand même un problème pratique, c'est que si l'employeur peut le mettre en place, si possiblement il peut y mettre fin, se pose la question à l'inverse de comment est-ce que les salariés pourraient, eux, y mettre fin ou le renégocier, puisqu'ils ne sont pas maîtres de l'initiative. Alors, il y a une piste qui est de prévoir que l'accord a une durée déterminée, donc il prend fin ipso facto, mais pour les accords à durée indéterminée, se pose la question de savoir quelle est la faculté pour la partie salariale de pouvoir s'en saisir, ouais. Exactement, de pouvoir s'en saisir et de pouvoir revenir en arrière. Donc ça, c'était les entreprises de moins de 11 et également celles de moins de 20 qui n'ont pas de représentant du personnel. La loi prévoit par ailleurs le seuil qui va de 20 à 50, où il y a 2 modalités alternatives a priori. Il y a un choix qui est fait sans qu'il y ait de priorité,
qui consiste soit à négocier avec le CSE, les membres élus du CSE, soit de négocier avec des salariés mandatés par des organisations syndicales, qu'ils soient ou non élus au CSE. Sachant que la modalité de validation de l'accord dépend de avec qui cet accord a été signé. Si ça a été signé par les membres élus du personnel, à ce moment-là, il n'est valable que pour autant que les signataires aient recueilli plus de 50% des voix aux élections. Si c'est par un accord avec des salariés mandatés, là aussi, on revient au principe qui est celui du référendum. Ce qu'on ne sait pas dans le texte, par contre, c'est la question de savoir si les modes de négociation sont alternatifs. C'est-à-dire, peut-on discuter avec, d'un côté, des membres qui sont mandatés, pas élus, et de l'autre côté, des membres élus. Sachant que si c'est le cas, se pose la question de savoir comment fait-on pour savoir s'il est valable. Est-ce que c'est du référendum ou est-ce que c'est de la majorité ? Donc, je suppose que la réponse est un peu dans la question, c'est qu'en réalité, dans l'esprit de la loi, c'est soit l'un, soit l'autre, et qu'il ne soit pas possible de mélanger, sauf à se créer des difficultés pratiques pour s'assurer que la validité est effectivement effective et valable. Là aussi, se pose la question de la dénonciation lorsque c'est une discussion, une négociation avec les membres élus. Avec les membres, les mandatés, avec les mandatés, puisque pour que cet accord soit valable, il faut un référendum. Donc la question est-ce que la dénonciation implique un référendum également pour que cette dénonciation puisse être valable ? Probablement des éléments de réponse seront donnés, pas tellement dans les décrets, mais très sûrement dans les circulaires que le ministre a annoncées. Donc on attend avec impatience d'avoir des éléments de réponse sur ces thèmes-là. Dernier point, c'est la négociation qu'on a évoquée avec le conseil d'entreprise. Comme Philippe l'a rappelé, le conseil d'entreprise est mis en place par accord. Donc c'est soit un accord majoritaire dans l'entreprise, soit un accord de branche pour les entreprises qui n'ont pas de délégués syndicaux. Donc, se pose la question, comme le rappelait Philippe, de la question de savoir est-ce que des syndicats vont accepter de le faire. Il est probable qu'au niveau des branches, il y ait des accords qui soient conclus pour favoriser le dialogue social dans celles qui n'ont pas de délégués syndicaux. Donc, peut-être que ce sont des choses qui existeront. Sachant que lorsque un conseil d'entreprise est mis en place, il a la faculté de négocier, réviser et dénoncer les accords, avec là aussi deux modes de négociation, soit avec la majorité des membres du conseil d'entreprise. Avec la majorité de ses membres. Avec la majorité de ses membres. A priori, le texte ne le prévoit pas, mais ce seraient ses membres présents, c'est-à-dire le droit commun des négociations, enfin des discussions en comité d'entreprise demain CSE, ou avec des membres qui ont à eux, enfin seuls ou à plusieurs, plus de 50% des voix au premier tour, précise la loi, pour ceux qui ont été élus au premier tour, ou au deuxième tour pour ceux qui ont été élus au deuxième tour. Bien, donc soit les présents, soit la légitimité qui vient du suffrage, en fait. Exactement, et s'il n'y a pas de légitimité du suffrage, on va vers le suffrage, c'est-à-dire le référendum. Bien. Alors, on voit en fonction que finalement, c'est un peu un millefeuille de cas de figure entre la taille des entreprises, leur structuration interne avec des délégués ou pas. Sandrine, on voit qu'il y a aussi certaines formes alternatives. Hein, Jérôme l'a dit, tout n'a pas l'air d'être écrit dans un sens dirigiste. Il y a des alternatives qui seront possibles pour les entreprises. Comment vous voyez-vous ces nouvelles modalités de négociation ? Est-ce que vous vous dites, moi en tant qu'entreprise, je vais avoir une réflexion stratégique sur mes IRP, savoir vraiment vers quelle voie je vais aller ? Est-ce que je vais opter pour ce conseil ou pas ? Est-ce que je vais rester plus dans ce qui s'assimilait plus à l'existant aujourd'hui ? Oui, effectivement, je pense qu'on a une vraie opportunité aujourd'hui d'avoir
une vraie réflexion stratégique par rapport à tout ça, en fonction de notre paysage social dans l'entreprise. Typiquement, pour ce qui me concerne, dans ma structure où j'ai 450 collaborateurs, j'ai un délégué syndical, un CE, un CHSCT. Le délégué syndical fait aussi partie du CE et maintenant est représentant du CHSCT. Il va avoir une approche parfois très dogmatique, parfois très personnelle. Donc voilà, au vu de ce paysage, de cette configuration, et en plus on a la chance d'avoir un peu de temps pour y réfléchir, puisqu'on a vu que la mise en place du CSE allait prendre quand même un petit peu de temps. Donc moi je suis en pleine réflexion actuellement à me demander si j'ai pas intérêt à aller du coup tout de suite un petit peu plus loin, de faire effectivement les élections du CSE et ensuite de passer au conseil d'entreprise. Parce que je pense que mon délégué syndical signerait, puisqu'il fait partie du CE, donc il ferait sans doute partie du CSE, serait de toute manière mon partenaire privilégié de négociation. Donc serait sans doute partant pour faire partie et pour mettre en place un conseil d'entreprise. Maintenant, c'est aussi à nous de voir quels sont les avantages et les inconvénients d'une telle solution. Parce qu'on a vu qu'effectivement, alors je crois que le champ serait délimité par l'accord signé avec les organisations syndicales. On pourrait lister les sujets à négocier avec cette instance. Et certaines, je crois, sont aussi exclues, comme le PSE, par exemple, avec qui, effectivement, sur ce sujet-là, on resterait sur une négociation avec les délégués syndicaux, et aussi, je crois, au niveau des élections. Et puis, surtout, c'est de se mettre dans une posture, effectivement, de codécision. Donc, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à aller jusque-là ? À aller vers des avis conformes, c'est-à-dire effectivement donner des droits de veto sur certains sujets. Donc c'est le moment de se poser aussi avec notre direction générale, de bien exposer toutes ces thématiques et de voir ensemble comment on envisage les choses. Et est-ce qu'effectivement on se lance dans ce grand bain ? Jérôme, vous voulez réagir à ce que vient de dire Sandrine. Elle a dit la posture de codécision. Vous aviez parlé un peu, on comprenait, des agendas personnels de votre homme à la triple casquette et de ses droits de veto. Ça, c'est des questions. Il y a une partie très pragmatique et puis une partie qui dépend aussi de la personnalité des gens qui ont la représentativité dans l'entreprise. Oui, je pense que le vrai sujet, en réalité, est de connaître ses interlocuteurs et de savoir si ce sont des interlocuteurs qui sont constructifs. Il est clair que quand un délégué syndical est très dogmatique, l'avantage du conseil d'entreprise, c'est que ça permettra de le mélanger et de le mettre au même niveau que les membres élus, et donc on espère, en tous les cas, de pouvoir avoir un dialogue qui est plus ouvert et plus simple. Mais c'est vrai, avec des contreparties qui sont notamment des droits de veto, mais encore une fois, ce sont des décisions qui sont collectives, et donc on revient sur le thème de la légitimité, de partir du principe que si les gens qui sont élus s'opposent, c'est que c'est une mauvaise décision. C'est qu'ils ont raison de s'opposer. Bien. Exactement. Alors, donc là, on a brossé assez largement donc le cadre de ces nouvelles modalités de négociation. Maintenant, on va en venir à un sujet qui a beaucoup alimenté la chronique, celui de la primauté de l'accord d'entreprise dans un certain nombre de cas. Alors, encore une fois, je suis désolée, Jérôme, parce qu'elle va nous faire un petit panorama avec les cas de figure, donc les 3 blocs qui vont régir l'articulation entre ces accords de branche et l'accord d'entreprise.
comment ça va fonctionner. Vous n'avez pas une table ronde facile, hein. Non, on est parfois un peu technique, on est obligé de passer par là. Alors comment ça va fonctionner? Déjà peut-être de revenir un tout petit peu sur l'historique qui n'est pas inintéressant. Vous allez revenir en 1945 après la guerre. Humbert est revenu il y a 100 ans en arrière, donc vous avez encore quelques années. Alors non, c'est simplement pour bien mettre en avant la nouveauté qui est que effectivement aujourd'hui on pourra dans un très grand nombre de thèmes déroger à ce qui est prévu au niveau supérieur, la branche. Ce qui ne va pas de soi, tellement pas que même encore la CGT a tenté de faire annuler les ordonnances récemment devant le Conseil d'État en mettant en avant le fait qu'elles allaient à l'encontre d'un principe qui existait depuis effectivement la Seconde Guerre, même avant, le principe de faveur, où ce principe, c'est que la convention collective d'entreprise ne pouvait être que plus favorable que la convention collective d'un niveau supérieur, qui elle-même ne pouvait être que plus favorable que la loi. Et le contrat de travail, in fine, ne pouvait être que plus favorable que tout ça. Et ça, c'est notre ADN. Alors c'est tellement notre ADN qu'effectivement, la CGT, puisqu'elle a pris la tête de ce combat, a tenté de faire annuler les ordonnances devant le Conseil d'État, tant qu'elles ne sont pas ratifiées, ça reste le Conseil d'État. Et le Conseil d'État a rappelé un principe en disant effectivement le principe de faveur existe, mais il n'est pas constitutionnel. Il a valeur législative. Donc il est tout à fait possible de revenir sur ce principe et de l'aménager. Et c'est ce que ce que font les ordonnances Macron. Alors déjà un petit peu avant ce qu'ont fait El Khomri, et même encore avant sur la durée du travail, on revient à ce thème qui est assez explicite sur la nécessité d'adapter au niveau de l'entreprise, puisque la durée du travail est typiquement le thème où on est obligé d'avoir la flexibilité, d'être au plus proche de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, effectivement, on a dans la loi, la future loi lorsque ce sera ratifié, on a 3 blocs. Un premier bloc avec un certain nombre de thèmes, ils sont 13, auxquels la convention d'entreprise, l'accord d'entreprise ne pourra pas déroger. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas, ne pourra pas prévoir de garantie au moins équivalente. Donc on passe d'un principe de faveur à un principe d'équivalence qui va changer notre façon de penser, ce qui bien évidemment va probablement, nous, avocats, nous donner du travail parce qu'il y aura des contentieux de savoir comment on l'apprécie, qu'est-ce que c'est. Donc les 13 thèmes dont il est question, ce sont des thèmes que la loi considère comme vraiment absolument à réserver à la branche. On a les classifications, on a les salaires minimaux prévus par les conventions collectives. On a 2 thèmes que sont le financement du paritarisme et le financement de la formation. On a les garanties complémentaires de prévoyance et de mutuelle. On a certaines mesures sur la durée du travail qui sont les mesures très structurantes du type la mise en place d'horaires d'équivalence dans les secteurs pour lesquels c'est possible, ou également la possibilité d'organiser le temps de travail sur des périodes pluriannuelles, ce qui avait été ouvert par la loi El Khomri. Nous avons également les mesures sur le CDD et le CTT, dont il y a une table ronde également sur ce sujet, sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Ça, il n'y a pas de table ronde sur le sujet. Vaste sujet. Et également sur les transferts conventionnels des contrats de travail dans certaines branches. Ce sont des thèmes assez spécifiques à certaines branches comme la sécurité, la restauration. Et enfin, la rémunération minimale des salariés portés et le montant des indemnités d'apport d'affaires. Donc sur ces thèmes-là, l'accord d'entreprise, on peut négocier sur ces thèmes, ce n'est pas interdit. La seule chose, c'est que l'accord d'entreprise doit prévoir des garanties au moins équivalentes. Supérieures ou égales en mathématiques, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, le supérieur ou égal étant aussi la question de savoir ce qu'on compare. Et là, il y avait, dans le projet initial, il n'y avait pas de précision. Il y avait donc la question, est-ce qu'on appréciait ça globalement ou est-ce qu'on l'appréciait avantage par avantage ?
Dans le cadre de la loi de ratification, je crois que c'était la loi de ratification, je vérifie, excusez-moi. C'est ça. Ce que précise donc la loi, c'est que les avantages s'apprécient par ensemble de garanties se rapportant au même objet. Donc les mêmes thèmes, on va faire des paquets en fait. Alors ce que disait le projet, le rapport qui avait été fait, qui était joint aux ordonnances, c'est qu'on l'appréciait domaine par domaine. Ça n'avait pas été repris dans les ordonnances, mais là la loi maintenant parle effectivement de se rapportant au même objet. Alors une fois dit ça, savoir ce que c'est que l'objet, on peut donner des exemples. Quand on a des congés d'ancienneté, est-ce qu'ils ont le même objet que les congés pour événements familiaux ? Est-ce qu'un congé d'ancienneté a le même objet qu'une prime d'ancienneté ? Donc est-ce qu'on pourrait supprimer un congé d'ancienneté pour mettre à la place une prime d'ancienneté ? Le thème est le même, c'est celui de l'ancienneté. Pour autant, l'avantage n'est pas le même, la traduction n'est pas le même. Donc on aura très sûrement des éléments de réponse dans les circulaires interprétatives du ministère. Et puis, on va avoir une phase qui sera peut-être un peu longue, où il y aura une construction de la jurisprudence, où on viendra nous expliquer un peu plus précisément comment doit-on comparer, est-ce qu'on compare. Vous ne trouvez pas ça surprenant que sur un sujet aussi important, qui est de dire, dans certains cas, on va la branche, cette articulation entre l'accord d'entreprise et la branche, vous ne trouvez pas surprenant que dans les ordonnances, on n'ait pas dit la mesure de cette équivalence, on aurait dû le prévoir, non ? Enfin, on aurait dû le préciser, expliquer comment ça va être mesuré. C'est quand même un sujet qui change beaucoup les choses pour les entreprises. C'est surprenant de se dire, pour l'instant, on laisse ça un peu à l'interprétation, on le dira peut-être dans une circulaire, et puis peut-être qu'il y aura de la jurisprudence, et puis peut-être que dans quelques années, cette jurisprudence semblera cohérente. De l'extérieur, ça semble un peu étonnant, ou est-ce que c'est volontaire de votre point de vue ? Alors, volontaire, je ne sais pas. Malheureusement, il aurait fallu poser la question peut-être à Pierre-André Humbert s'il avait bien voulu répondre sur ce sujet. C'est à moitié surprenant parce que ça arrive souvent dans les lois, sachant qu'on touche à un thème qui est quand même assez politique, sensible, oui. Très sensible, et parfois les gouvernements préfèrent éviter d'apporter des précisions trop importantes qui iraient dans un sens qui pourrait heurter les positions syndicales. Donc il y a aussi la pratique et on a quand même, ce qui n'était pas le cas dans le projet d'ordonnance, dans l'ordonnance initiale, on a dans la loi de ratification quand même une précision sur le fait que ça s'apprécie objet par objet et non pas globalement, c'est-à-dire par exemple d'un côté je fais une augmentation de salaire, de l'autre côté je supprime tous les congés. Où là au moins on a des éléments de réponse. Pour autant, il y aura probablement un peu à la marge quand même ces difficultés d'interprétation dans certaines situations. Bien. Donc je vous ai coupé dans votre fil. Vous étiez dans votre bloc 1. Donc le bloc en fait. 1, voilà, sachant que... il en reste encore 2. Il y a une question par ailleurs qui se pose à propos du bloc 1, c'est que du bloc 1 et son pendant qui est le bloc 3, c'est-à-dire le bloc 3 c'est tout le reste, c'est la question de certains textes qui existent encore dans le Code du travail et qui prévoit que c'est prévu par accord de branche. Donc on a une liste de thèmes ici, et parfois il y a encore quelques petits scories, ce qui arrive, c'est souvent comme ça, et donc se pose la question de savoir si on pourra y déroger par accord d'entreprise, même si la loi prévoit que c'est un accord de branche. On aura, là aussi, ça fait partie des éléments où on n'a pas encore d'éléments de réponse, peut-être qu'on les aura avec des positions, des interprétations ministérielles. Voilà, donc ensuite on a un deuxième bloc qui est le bloc où il y a 4 matières. Ces 4 matières, les partenaires sociaux peuvent décider de verrouiller, c'est-à-dire de considérer là aussi qu'il n'est pas possible de négocier sur ces thèmes, sauf s'ils prévoient des garanties au moins équivalentes. Ces 4 thèmes, ce sont ceux de la prévention des risques professionnels. On a celui de l'insertion et du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Et troisième thème, celui des seuils d'effectifs à partir desquels les délégués syndicaux peuvent être mis en place, et le nombre et la valorisation de le parcours syndical. Et dernier point, les primes pour les travaux dangereux ou insalubres. Donc sur ces thèmes, les partenaires sociaux au niveau de la branche ont la possibilité de verrouiller. Petite précision, puisque ce système de verrouillage existait déjà dans le passé,
Ce que prévoit la loi sur les accords qui étaient déjà des accords de verrouillage au moment de la promulgation des ordonnances, c'est que par principe, ils sont déverrouillés, sauf si, avant octobre 2019, si ma mémoire est bonne, c'est ça, le 1er janvier 2019, les partenaires sociaux décident finalement sur ces thèmes de les reverrouiller. Mais s'ils ne sont pas reverrouillés, ils ne sont pas verrouillés. Et donc, il est possible, par accord d'entreprise, de négocier sans restriction particulière, sans avoir forcément une équivalence des avantages. Et donc, le dernier bloc, c'est tout le reste. Ce qui est vraiment la nouveauté, c'est que effectivement, on peut déroger au niveau de l'entreprise à tout un certain nombre de choses. On peut penser par exemple à des indemnités, un barème d'indemnité de licenciement qui serait différent de celui prévu par la convention collective. On ne pourra pas déroger à la loi ou à décret de toute manière, mais en tous les cas, on pourrait déroger par accord d'entreprise en prévoyant un système d'indemnité de licenciement qui serait moins favorable, ce qui pour certaines industries ou dans certains secteurs, je pense notamment à celui des journalistes ou de l'édition, qui prévoit des barèmes d'indemnité de licenciement qui sont, on va dire, relativement favorables, puisque c'est 1 mois de salaire par année d'ancienneté. Je vous remercie pour la consultation. Donc beaucoup de liberté, avec quand même la vraie difficulté, on y revient parce que tout ça est assez théorique, c'est d'avoir un accord et donc d'avoir des interlocuteurs qui acceptent de prévoir des garanties qui seraient moins favorables que celles qui sont prévues par accord de branche, ce qui pose là aussi à nouveau le problème de la légitimité et plus globalement probablement le changement de culture de la négociation dans l'entreprise et aussi du côté syndical. Bien, justement, ce changement de culture, Mathieu Fouquet, vous y croyez finalement Oui. qu'il y aura un pragmatisme suffisant pour que les organisations se disent, bon ben voilà, on rogne un peu parce que finalement c'est bénéfique. In fine, vous y croyez à ça ? Complètement. Enfin, j'y crois. Je fais plus qu'y croire parce que nous, on l'a presque testé de façon anticipative chez OnePoint. On a mis en place de nouvelles organisations. J'étais aussi très intéressé par le précédent thème sur les établissements. Mais nous, on a mis en place des organisations autour de communautés. On a 25 communautés sur 2000 personnes. Donc en termes d'établissement, ça peut être intéressant sous l'ancienne égide, dont on s'est affranchi avant même que M. Macron lance des ordonnances. Donc oui, j'y crois fortement parce que ça a été accompagné par des organisations syndicales. Pas toujours de façon... De manière très volontaire ou très affichée, de manière volontariste en tout cas. On a mis un rythme un peu fort, mais on a été suivis. Et globalement, sur ces 9 dernières années, nous, notre entreprise, elle est passée de 200 personnes à 2000 personnes, donc on a fait un jump assez important. On a eu une tradition de dialogue social assez forte, et on a vu des organisations syndicales dites traditionnelles suivre. On a signé, ça fait 9 ans qu'on signe les négociations salariales, ce qui est loin d'être simple, sans augmentation générale. Ce qui est loin d'être simple quand même. On obtient ça. On a signé des accords d'entreprise sur le télétravail il y a 7 ans. Il y a 7 ans, le télétravail, en France, il fallait travailler de chez soi. On ne pouvait pas s'appuyer sur la norme européenne qui était beaucoup plus vaste que la norme française. Il fallait travailler de chez soi. On a quand même réussi à contourner, en tout cas à adapter, pour avoir des mesures plus souples. Donc oui, j'y crois fortement. Et je crois fortement aussi que les organisations syndicales, en tout cas en partie, ont bien compris qu'il fallait s'adapter aussi au public qu'on représente. Et je crois que ces ordonnances, elles vont dans ce sens. Le bloc 3, c'est au bout du compte laisser la place à l'imaginaire dans l'entreprise, permettre l'anticipation et redonner aux acteurs du quotidien la possibilité de négocier sur leurs vraies problématiques. Je crois que c'est fondamental. Jérôme, vous voulez dire, on vous sent très embarqué, très embarqué sur le sujet, dans le bon sens du terme. Oui. Est-ce que pour vous, Jérôme, finalement, ce sera ça le challenge des entreprises, de se dire trouver les bons interlocuteurs et embarquer ces interlocuteurs au-delà des postures qui peuvent être celles des syndicats centraux pour aller dans le bon sens et pour représenter correctement les salariés et la nouvelle génération aussi de salariés?
Alors, trouver les bons interlocuteurs, c'est rarement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les interlocuteurs sont là. Non, mais en tout cas, les rallier, sans faire des alliés. Alors, c'est ça que je veux certain, dire. c'est que ça va. Il faut que les entreprises changent leur façon, parfois en tous les cas, leur façon d'aborder la négociation collective. Que ce soit quelque chose qui soit beaucoup plus normal, beaucoup plus fluide. Moins antagoniste. Moins antagoniste. C'est le sens aussi des ordonnances Macron sur tout ce qui est information des représentants du personnel, où l'information maintenant, elle est dans des bases de données, elle est accessible, elle est assez exhaustive. Donc il y a vraiment une association plus importante des représentants du personnel. Donc quand ils arrivent à une négociation, ils ont une information qui est plus poussée, plus large. Et il faut effectivement, donc, d'un côté, que évidemment la partie patronale ne voit pas la négociation comme une contrainte, comme une obligation. Là-dessus, les ordonnances Macron aussi ont changé. Justement, il est possible de prévoir un rythme de négociation obligatoire qui n'est plus l'année comme c'était systématiquement, mais ça peut aller jusqu'à 4 ans. Donc là aussi, il y a de la souplesse en fonction de ce que veulent les gens, tout simplement. Et il y a la part salariale, la part syndicale, où effectivement il faut aussi qu'ils changent leur posture. Philippe le rappelait tout à l'heure, c'est vrai que certaines organisations syndicales qui n'ont pas été nommées, qui ont toujours refusé de négocier, de s'associer à ça, ne pourront plus le faire. Elles pourront difficilement, si elles ont obtenu des suffrages assez importants, si elles ne s'associent pas, elles vont empêcher ce qui, en soi, est une posture, quoi qu'il arrive. Donc, ça va changer quand même la façon de négocier d'un certain nombre de centrales syndicales, ce qui est déjà le cas, d'ailleurs, de celles que nous ne nommons pas. Certaines ont toujours eu cette culture du dialogue. Et puis, il y a des nouveaux syndicats aussi, dont on parle peu, mais il y a, à part les 5 grandes, il y a aussi de nouveaux syndicats qui sont plus ou moins enclin à négocier, mais donc il va y avoir toute une mise en place et un paysage syndical. Les négociations vont probablement beaucoup changer la façon dont l'entreprise aborde et réciproquement le dialogue social. Bien, et bien, oui, Mathieu, vous voulez... Et ouais, sur ce point aussi, moi je tiens à préciser quelque chose sur la négociation. On parle des acteurs de la négociation que sont la direction de l'entreprise et les représentations syndicales, des organisations syndicales représentatives. Je crois qu'il y a aussi quelque chose de très important à mettre en place, c'est aussi l'avis des collaborateurs. On voit qu'il y a énormément de choses qui se mettent en place entre guillemets, de libération du travail et d'abaisser le centre de gravité de l'entreprise au niveau du collaborateur, et pourquoi pas au niveau de la négociation et des représentations des salariés eux-mêmes. Et je crois que avec les ordonnances Macron et notamment ce fameux bloc 3, il y a une exigence d'accord de méthode pour savoir ce qu'on va mettre dans les négociations qui peuvent venir. Et nous, une des choses qu'on a expérimentées, qu'on va certainement réexpérimenter dès ce début d'année, c'est avant même d'ouvrir une négociation, en accord avec les organisations syndicales de l'entreprise, c'est de lancer une consultation auprès des collaborateurs pour savoir quels sont, selon eux, les thèmes de négociation qui leur semblent importants. On ne parle pas forcément d'une notion dérogatoire ou pas par rapport à un accord de branche. Ça, je crois que c'est encore autre chose. Par contre, c'est de coller à la réalité. De prendre la température de ce que les collaborateurs jugent comme sujet parce que important. Lorsqu'on colle à la réalité du terrain, les partenaires sociaux, que sont l'entreprise ou les organisations syndicales, vont être aussi impulsés, tenus par la base, ce qu'attendent les collaborateurs. Et au bout du compte, c'est quand même pour ça qu'on négocie. Donc si on est dans cette logique-là, on peut vite aller vers une logique alors, qui n'est pas de co-gestion, mais en tout cas sur certains axes de co-décision, notamment comme on peut le voir sur le futur conseil d'entreprise, sur des thèmes comme la formation, où aujourd'hui je crois que l'entreprise est de moins en moins adaptée de façon top-down, à décider quels vont être les parcours de formation, mais qu'il y a une voix du collaborateur qui doit s'exprimer et qui peut ne pas être complètement désintermédiée par des organisations syndicales représentatives ou par du management intermédiaire. Je crois que ça c'est très très important. Et que le bloc 3, même si on pouvait déjà le faire avant dans certaines latitudes, le bloc 3 accentue ça, sans forcément délégitimer la convention collective ou la branche.
Bien. Donc vous appelez de vos voeux, vous, la démocratie participative, et je crois que les gens appellent de leur vœu la pause. Tous les téléphones sonnent, donc c'est le moment de s'arrêter et de reprendre dans 20 minutes pour la deuxième partie où on parlera des ruptures conventionnelles collectives, des nouveaux outils, du contrat de travail et de la barémisation avant le keynote de clôture. À tout à l'heure. Merci beaucoup à vous.